Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables avec tous nos invités ce soir et au sommaire de cette émission. 3 fédérations sportives françaises dans la tourmente ces dernières années, semaines en tout cas. Foot, rugby et handball. Le monde des principales fédérations de sport collectif français a été largement émaillé par des scandales de corruption, de harcèlement sexuel et de pédophilie. Ces constats aggravants ternissent-ils l'image du sport français à l'étranger? On en parlera avec nos invités. Entre incompétence des dirigeants, opacité, conflit d'intérêts et dérapage, des valeurs du sport sont mises à mal, quels que soient les sujets. De nombreuses fédérations ont montré tour à tour incohérence de leur prise de décision, non-respect des procédures, inégalité femmes-hommes, opacité des délibérations. L'heure des comptes a sonné. Faut-il réformer les fédérations sportives françaises? Vous pouvez témoigner au 0826 300 300. Et puis le sport business, entre passion et dérive, derrière l'éthique et les valeurs du sport, se cache un univers qui ne connaît pas la crise. Pour plus de ces riches, en tout cas fédérations françaises, le sport ou les sportifs sont-ils devenus une vulgaire marchandise qui peut rapporter gros? On en parle tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Et on va en parler avec nos invités aujourd'hui. Thierry Braillard est avec nous, ancien secrétaire d'État au sport et aujourd'hui avocat. Thierry Braillard, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Romain Molina est avec nous, journaliste sportif d'investigation, auteur des livres The Beautiful Game et Les guerres des bonnes affaires au Yémen, aux éditions Exuvie, est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Et le dernier, notre invité, troisième invité. William Gasparini, professeur en sociologie et sciences du sport à l'université de Strasbourg, titulaire d'une chaire Jean Monnet en sociologie européenne du sport, alors auteur de Le football des nations, des terrains de jeu aux communautés imaginées, sociologie de l'organisation sportive ou encore l'Europe du football. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Thierry Braillard, on va commencer avec vous, ancien secrétaire d'État forcément au sport. Quand on voit le constat aujourd'hui de ces 3 fédérations, qui sont 3 fédérations des mastodontes aujourd'hui, le bilan, il est catastrophique, ou c'est quelque chose, une petite musique qu'on entendait depuis longtemps quand même? C'est une petite musique qu'on entendait depuis longtemps, et on l'entendait tellement que, et les gens ne le savent peut-être pas, mais vous savez qu'il y a un adage qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Oui. Et il y a une loi. Je crois que c'est l'article 1 du code pénal, vous dites les avocats. Il y a une loi, la loi du 2 mars 2022, qui a été votée récemment, et qui organise la rénovation du mouvement sportif et des fédérations, sauf que cette loi s'applique à partir du 1er janvier 2024. Donc, j'allais dire, on est un peu à la fin d'un système, avant qu'il y ait un système beaucoup plus vertueux qui débute à partir du 1er janvier 2024. Romain Molina, vous qui vivez à l'étranger, on peut le dire, est-ce que ça ternit gravement l'image du sport français, ou alors est-ce que à l'étranger, on pense aux exploits de Mbappé, aux exploits des handballeurs, et dans les pays anglo-saxons, comme c'est plus un sport de pays anglo-saxons, au magnifique essai d'Antoine Dupont? Sportivement, la France est une des meilleures nations au monde en termes notamment de discipline collective et individuelle. Néanmoins, dans ces fédérations, on est moqué à l'étranger, mais il ne faut pas croire qu'ailleurs c'est mieux. C'est le monde du sport en général qui a un véritable problème. Alors je vais peut-être être un peu dur, mais notamment l'industrie footballistique, c'est une industrie criminelle qui devrait être considérée comme telle, comme le trafic d'êtres humains ou de drogue. Et je peux vous assurer, je suis dedans, ça n'a pas de différence. Et comme M. Braillard, que je connais, on en avait parlé il y a quelques mois, ce qu'a fait la Fédération française de foot, qui est notamment dissimulation de plein de choses vis-à-vis de la loi française, et un jour, on va voir que la loi, on est dans un état de droit, ça s'applique. Et je tiens aussi à signaler une petite chose, il y a d'autres fédérations comme la FFKMDA, donc de kickboxing, Muay Thai et disciplines associées. À côté, ce qu'on a cité, ce sont des petits joueurs de bon taux. Si ça va au bout cette affaire, c'est aussi politique, parce qu'on va se remarquer que dans toutes ces fédérations-là, il y a des connexions politiques, et combien de gens ont protégé ces gens du football, du rugby, du hand et des autres disciplines associées. Même question avec vous, William Gasparini. Aujourd'hui, souvent, les amateurs de foot, de hand, de rugby tombent un petit peu de leur chaise en se disant on n'imaginait pas que derrière ces fédérations, il se passe tout ça. On savait tous à peu près qu'il y avait des omertas, il y avait des choses qui se... Voilà, mais là, on tombe vraiment sur des faits qui sont catastrophiques. Alors, oui, c'est peut-être pas forcément nouveau parce que depuis que les fédérations sportives existent en France, il y a toujours eu des affaires.
Seulement, les affaires les plus récentes, elles sont beaucoup plus médiatisées. Il y a beaucoup plus d'adhérents et donc c'est un phénomène qui est relayé par les médias, ce qui était moins le cas avant. Et aujourd'hui, effectivement, on tombe peut-être des nues, mais enfin, on sait très bien comment fonctionnent toutes ces fédérations. Alors, comme l'a dit Thierry Braillard, c'est vrai qu'avec la nouvelle loi du 2 mars 2022, il va y avoir des changements, mais qui vont arriver en 2024. Mais pour l'instant, il y a un problème structurel et surtout il y a un problème de personnes et notamment d'hommes, puisque on va peut-être en parler par la suite. C'est avant tout les présidents hommes qui gèrent ces affaires et donc ça peut-être il faudrait revoir, même s'il y a des quotas, il y a de la parité, mais dans la réalité ça reste un système largement dominé par des présidents hommes, ce qui explique aussi certaines affaires. Thierry Braillard, d'autres pays ont été frappés par des scandales énormes. Alors, si on prend le football en Italie, entre les matchs truqués du Totonero, c'était dans les années 80. Ensuite, le Calciopoli, le Calcio Scomesse, l'affaire des athlètes paralympiques espagnols qui étaient valides. Ça avait fait scandale, notamment sur le basket. Ils avaient été disqualifiés. Le dopage chez les athlètes américains dans l'affaire Balco. Les questions qu'on se pose légitimement sur la surmortalité des champions du monde sud-africains de rugby en 95. Est-ce que vous diriez que le sport français aujourd'hui est au même niveau ou c'est quand même dans un autre registre ? On est dans un autre registre, mais Romain Molina a raison de rappeler qu'il n'y a pas qu'en France où on a des difficultés. Vous venez déjà de les épeler. J'en avais d'autres à citer, mais c'était pour pas être trop long. Je pense simplement qu'on est, c'est mon sentiment, et je vais être un peu optimiste ce soir par rapport aux crises qui traversent les fédérations. On est à la fin d'un système, et je crois vraiment que la nouvelle loi va apporter un nouveau système. Pour que vos éditeurs comprennent, la parité va être obligatoire dans les instances. Un comité d'éthique doit être créé par chaque fédération, qui devra se référer à une charte éthique que va devoir faire le Comité national olympique et sportif français. Ce comité d'éthique sera indépendant. On a vu par exemple dans la crise de la Fédération française du rugby le rôle important qu'a joué le comité d'éthique quand il a fallu prendre des positions ou défendre des positions. Donc on est dans le bon sens. Je crois qu'il y a de plus en plus de transparence. Il y a une volonté, la limitation des mandats, 3 mandats maximum. On a connu par le passé, quand j'étais au gouvernement, il y avait des présidents de fédé qui en étaient à 5 ou 6 mandats. Donc je pense qu'il faut à terme lever l'opacité. L'opacité a existé. On le voit avec la Fédération française de football. On peut voir aussi que M. Molina a sorti des faits. Pas simplement des phrases, des faits, avec des livres, des vidéos, etc. Avec des pièces, et montrant qu'il y avait une opacité. Je pense que cette crise montre qu'à terme, il faudra que cette opacité disparaisse complètement, et qu'il faut qu'il y ait les outils pour qu'elle disparaisse, qu'il y ait des lanceurs d'alerte, qu'il y ait des comités qui puissent entendre des voix. On l'a vu pour le harcèlement sexuel. Il a fallu que une courageuse patineuse qui s'appelle Sarah Abitbol décide de parler, de briser l'omerta. Et de briser l'omerta. On voit que dans le football, il y a eu aussi une omerta, et où peut-être la fédération française à l'époque n'a pas pris les décisions qui s'engageaient, parce que quand on a quelqu'un, je fais référence à une enquête de Monsieur Molina, qui sévit à Clairefontaine, plutôt que de dire faut arrêter, c'est des affaires d'agression sexuelle. On la licencie, mais on lui permet d'aller dans un club où elle va poursuivre. Tout ça est très grave, et je pense qu'on arrive au bout de ce chemin. Justement, Romain Molina, là, en JO 2024, Coupe du Monde de rugby, on parlait tout à l'heure de l'image de la France. Est-ce que ça peut créer justement un précédent ? Est-ce que finalement cette image que l'on pensait, nous, amateurs de foot classique doré, est-ce que ça va pas créer quelque chose pour ces grands événements ? Est-ce qu'on va pas nous le reprocher ? Est-ce qu'on va pas sortir des affaires ? Parce que j'imagine que quand on ouvre la boîte de Pandore, derrière il y a une déferlante d'événements et de scandales qui vont sortir avec. Mais c'est inimaginable. On parlait du CNOSF, le Comité olympique français, qui est dirigé aujourd'hui par Madame Henriques. Déjà, premier point, j'aimerais dire que je comprends l'idée de la parité, mais ce qui importe, c'est la compétence. Absolument. Je m'en fous que ça soit une femme ou un homme, honnêtement. Je vais vous dire une chose, les femmes qui étaient au comité de direction de la Fédération française de foot, elles ne sont pas parties à cause d'un homme, Monsieur Le Gret, mais à cause d'une femme, Madame Ardouin. Les 2 femmes qui dirigeaient le foot français, Madame Henriques, qui est à la tête du comité olympique français, et Madame Ardouin, se faisaient la guerre pour être la seule femme à réussir. Donc c'est pas parce qu'on est une femme que forcément ça va être bien. Donc ça, il faudra remettre ça en place. Et malheureusement, il y a plein de femmes très haut dans le sport français qui vont flinguer les autres.
Maintenant, sur le comité olympique français, je pose juste une question, parce qu'en effet, les Jeux olympiques arrivent. Madame Henriques, quand même, qui a couvert tous les cas à Clairefontaine, cité par M. Braillard, elle est citée dans les PV judiciaires qu'on a publiés dans les médias. Et je tiens à signaler une autre affaire. Elle a quand même fait des attestations et témoignages jusqu'à la gendarmerie pour défendre quelqu'un, M. Fortépole, qui a été condamné par la justice pour harcèlement sexuel à la Fédération française de foot. Est-ce que cette dame veut légitimement être à la tête des JO 2024 ? Alors je sais qu'elle a un frère très important, M. Carl Olive, qui a les oreilles du président. Mais là, encore une fois, je vais redire, si les politiques n'arrêtent pas de faire le copinage, on va rester avec Mme Henriques à la tête. Et si vous trouvez ça normal, moi, c'est pas mon camp. Je suis pas si optimiste. William Gasparini, vous qui êtes sociologue, et sociologue notamment spécialisé dans le sport, quand vous voyez toutes ces accumulations d'affaires, est-ce que vous vous dites que, je dirais pas que c'est obligatoire, mais que dans tout produit, et le sport est un produit médiatique, il y a des dérives et que ça en fait partie ? Oui, alors, bien sûr, une fédération, c'est une institution comme n'importe lesquelles, comme les entreprises, où on a aussi des affaires, donc ni plus ni moins. Ce n'est pas propre à la France, ça a été dit, puisque les fédérations, il y a des affaires dans toutes les fédérations olympiques ou non olympiques, dans tous les pays, ce sont des ONG. Qui sont de droit privé avec des fonctionnements assez opaques, pas très transparents. Et selon les pays qui accueillent ces fédérations, il peut y avoir une politique plus ou moins volontariste. Moi, je pense que la France est quand même un peu plus volontariste. L'État est plus présent en France en matière de sport que dans d'autres pays, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Mais malgré une politique volontariste avec des lois, on voit qu'il y a tout de même des dérives. Et ces dérives, en fait, elles ne sont jamais dénoncées de l'intérieur, c'est toujours de l'extérieur. S'il n'y avait pas eu MeToo, on n'aurait pas eu toutes ces affaires de harcèlement sexuel déclarées. Alors ça, c'est une constante dans toutes les fédérations sportives. Chaque fois qu'il y a, si vous voulez, des mouvements, que sur des mouvements féministes, tous les mouvements un peu innovants, viennent toujours de l'extérieur. Ce n'est jamais de l'intérieur que les fédérations dénoncent des faits, c'est toujours par l'extérieur. Est-ce que ça va, Thierry Braillard, est-ce que finalement, cette nouvelle loi qui va tomber en 2024, et finalement, est-ce que ça va, parce qu'il faut que ça joue quelque chose sur les clubs, en fait, sur les petits clubs, tous ces gamins. Est-ce que ça va changer quelque chose dans l'organisation ? Est-ce que ça va permettre peut-être plus de lumière sur les affaires ? Est-ce que véritablement, c'est pas un cache-misère, cette loi, et on va pas encore retourner dans des guerres d'ego, dans des guerres d'omerta, et reprendre le courant de ce qui s'est passé pendant des années ? Non, je ne le pense pas. Je pense véritablement qu'on est sur un bon chemin. Peut-être pour aller dans le sens de la personne qui vient de parler. William Gasparini. Monsieur Gasparini, je pense que le monde sportif, historiquement, est assez conservateur. Et qu'il faut qu'il devienne de plus en plus progressiste. Et c'est vrai que ne serait-ce que pour modifier une règle au football ou au rugby, c'est déjà très compliqué. C'est-à-dire que si on ne lui impose pas, il ne va pas de lui-même faire les changements. C'est pour ça que je me suis permis de parler de cette loi. Il a fallu que ce soit le législateur qui impose les choses pour que quelque part les fédérations disent oui, c'est vrai, le mandat de 3 ans, oui, maintenant on ne va pas pouvoir faire 4 mandats. Un mandat est de 4 ans d'une fédération, il est calé sur le rythme olympique. La parité dans les instances, il va falloir s'y mettre. C'est la loi qui l'impose. Si la loi ne l'impose pas, on ne le fait pas. Il y a toutes ces évolutions parce que quelque part, on voit bien que dans les entreprises, il y a plein de lois qui sont imposées. Il y a un côté conservateur, et je pense qu'il faut que le sport devienne beaucoup plus progressiste. Oui, mais c'est ce que je vous disais. Il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui dans les entreprises avec des lois et du législatif qui ne sont pas non plus appliquées. Donc là, il faudrait que ce soit appliqué. Mais après, vous savez, les fédérations aujourd'hui sont des petites entreprises avec des budgets. Des budgets de plusieurs millions d'euros, avec un président qui souvent n'a pas de rémunération. Ça pose aussi un problème. On l'a vu avec le rugby. La loi permet aujourd'hui, collégialement, de fixer éventuellement une rémunération pour le président. À titre personnel, je pense aujourd'hui, j'y suis favorable. Mieux vaut que le président ait une rétribution plutôt qu'il n'en prenne pas et qu'il se débrouille pour faire d'autres choses qui sont peut-être hors la loi. Donc là aussi, transparence. En tout cas, vous me tendez la perche parce que dans un instant, on va revenir sur faut-il réformer justement ces fédérations sportives françaises. On en parle, vous voulez bien entendu poser des questions ou nourrir le débat, vous êtes les bienvenus. C'est les vrais voix responsables, 0826 300 300. On vous attend et on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les voix responsables, on est ravis de vous retrouver. On revient sur les événements qui ont émaillé certaines fédérations sportives, même si ce sont des fédérations, en tout cas c'est des problèmes qui viennent depuis bien longtemps. Thierry Braillard est avec nous pour en parler, ancien secrétaire d'État au sport et avocat. Romain Molina qui est avec nous, journaliste sportif d'investigation et auteur des livres The Beautiful Game et les guerres des bonnes affaires au Yémen aux éditions Écuvy, et William Gasparini, professeur en sociologie et sciences du sport à l'université de Strasbourg, et aussi avec ce livre Le football des nations, des terrains de jeu aux communautés imaginées aux éditions de la Sorbonne. On parle de cette réforme éventuellement des fédérations. La ministre Amélie Oudéa-Castéra a dit rénover la gouvernance des fédérations. Vous, en tant qu'ancien ministre, Thierry Braillard, ça veut dire quoi ? Plus de transparence, plus de démocratie, moins d'entre-soi, plus de progressisme, et le fait que le licencié du club lambda se sente impliqué dans la gouvernance de sa fédération, avec le vote des clubs, plus de démocratisation. C'est ça que je pense la ministre a voulu dire. On a les outils, maintenant il va falloir les appliquer. Mais souvent disent que là, par exemple au dernier vote dans la Fédération française de rugby, qu'il y a eu un peu de pression sur les petits clubs, mais comment faire en sorte que tout ça n'existe plus ? C'est compliqué quand même. S'il y a eu pression, en tout cas ça n'a pas marché, puisque le vote a été négatif sur le référendum. Donc vous voyez, comme quoi il y a une évolution, et parce que ce sont les clubs qui se prononcent. Donc ça c'est la démocratisation, plutôt que des représentants locaux qui font de l'entre-soi. Romain Molina, on a un peu l'impression que les fédérations, c'est un peu en état dans l'état, ou des états dans l'état. Est-ce que c'est un peu ça ? Complètement. Même M. Braillard l'a bien connu et pourra vous dire. Prenez la Fédération française de foot, M. Le Gret, souvent il ne passait pas par son ministre de tutelle, il appelait directement le président de la République, notamment M. Hollande, il s'en vantait devant des journalistes. Et il y a aussi un autre problème, c'est des fois les fédérations internationales comme la FIFA, qui vont introduire cette idée de aucune ingérence politique, qui est en fait une menace pour protéger les présidents de fédérations qui votent pour eux-mêmes. Alors ils font souvent ça en Afrique et en Asie, c'est plus facile de faire ça qu'en Europe. Donc vous avez aussi des fois les super protections des fédérations internationales, mais ce sont des États dans l'État. Et c'est un véritable problème parce que l'omerta qui existe, et alors je veux bien l'optimisme, mais il y a quand même, c'est des codes qui durent depuis des décennies et des décennies. On parle quand même par exemple, sur des décennies d'abus sur mineurs à Clairefontaine, qui sont enfin validés par l'audit qui a d'ailleurs été commandé par la ministre des Sports. Moi je me bats sur ces dossiers depuis des années. Alors, et comment on va réussir à faire changer cette culture-là ? Parce qu'ok, il y a une loi, mais il y a aussi un autre problème, vous l'avez dit, les menaces, etc. C'est un milieu qui est naturellement hors la loi pour beaucoup de gens qui sont dans une impunité générale, et pour faire changer ça, ça va pas être si facile que ça, moi je pense. William Gasparini, comment éviter justement cette proximité entre le politique finalement et les fédérations Bernard Laporte qui était ministre sous Sarkozy, avec Noël Le Gret qui était PS, enfin voilà, qui était maire, et on sent quand même qu'il y a une proximité, que c'est service rendu, que c'est souvent des anciens sportifs de haut niveau, comme si on leur avait dit voilà, vous êtes formidables, on va vous nommer. Est-ce que là, il n'y a pas un peu d'ingérence finalement dans le sport par le politique ? Oui, enfin, c'est pas nouveau. De toute façon, il y a un lien très fort entre le sport et le politique. Et c'est vrai que, alors, pour arriver au sommet d'une fédération, il faut avoir suivi une sorte de voyage initiatique, être passé par les clubs, les différentes instances départementales, régionales, etc. Et à un moment, pour certains, être président d'une fédération ou président d'un comité, c'est aussi un tremplin politique. On pense tous à Tapi dans les années 90, où il y avait une forte ingérence entre la présidence d'un club et il est devenu ministre aussi, mais le sport a été un tremplin pour ces personnes, et on voit qu'il y a des liens très forts historiquement, malgré l'autonomie, il y a un lien très fort. Mais je voulais revenir juste sur la question de la démocratie, comme l'a dit l'ancien secrétaire d'État. C'est vrai que dans le système fédéral actuellement, c'est une démocratie indirecte, elle est diluée. Elle n'est pas directe, mais ça vient aussi du fait que beaucoup de sportifs ne s'impliquent pas, ne militent pas, ne s'engagent pas. Regardez, moi qui ai beaucoup étudié les assemblées générales dans les clubs ou dans les comités départementaux, il n'y a personne, il n'y a que des retraités qui sont là, et donc les sportifs ne prennent pas la parole, ne s'expriment pas, ne militent pas, ensuite ne s'impliquent pas dans les élections.
Mais William Molina, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'Europe du football. Vous avez une chaire Jean Monnet en sociologie européenne du sport. C'est la même chose en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne qu'en France ou pas? Tout pareil, il y a une crise du bénévolat. On trouve de moins en moins de personnes qui veulent s'impliquer dans les fédérations. Alors, les hommes s'impliquent plus que les femmes parce que la société est faite aussi pour que les hommes s'impliquent davantage. Les réunions ont lieu en soirée, etc. Donc, effectivement, on a un système qui est très patriarcal. Et vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 femmes présidentes de fédérations olympiques. Il y en a un peu plus dans les fédérations militaires multisports. Mais et donc, c'est un système, comme c'était dit, assez conservateur, mais qu'on retrouve dans tous les pays européens. Sauf que dans certains pays, les fédérations sont encore plus autonomes qu'en France. En France, je l'ai dit, il y a une tradition d'intervention de l'État. C'est depuis les années 1940. C'est pas récent. C'est la charte des sports en 40, en 45, la loi Mazot ensuite, etc. Donc il y a toujours eu une ingérence les plus importantes du politique, mais en fait c'est pour encadrer aussi les pratiques sportives. Et c'est vrai que pour les fédérations internationales, elles regardent ça d'un très mauvais œil de voir que la France intervient dans le monde fédéral. C'est beaucoup moins le cas en Angleterre, c'est beaucoup moins le cas en Espagne et en Italie, où il y a une autonomie beaucoup plus grande des fédérations. Et puis associatives, oui, qui restent des ONG comme les autres. Et puis il y a forcément Thierry Braillard, il y a du clientélisme. Hein. Le sport, c'est quand même une manne d'électeurs potentiels. Donc forcément, il y a toujours un lien entre le politique et le sport, et ça restera aujourd'hui. Oui, même si quand on se présente à une fédération, on ne va pas sortir une étiquette politique. Non, mais vous regardez, pardon de vous le dire, mais vous regardez les Douillet, les Laura Flessel, Roxana Maraïceanu. C'est les ministres, oui, c'est les présidents de fédération. Non, je parle des ministres, et je parle effectivement du politique avec les fédérations. Je parle de Laporte, je parle de tous ces gens-là qui aujourd'hui sont arrivés au gouvernement, ils partent dans les fédérations. Enfin voilà, il y a une espèce de ligne à tourner, enfin à prendre, non? Oui, mais vous avez le droit de dire que je dis des bêtises, non, moi c'est vu de pas du tout, mais là, si vous voulez, on parle par exemple des fédérations. C'est vrai que le cas de Bernard Laporte est particulier puisqu'il a été au gouvernement pour ensuite se présenter et être élu à une fédération. Autrement, il y a d'autres fédérations, je pense à Philippe Bana, le président de la fédération de hand, ou à Jean-Pierre Suita, le président de la fédération de basket, pour ne citer que ces deux. Sincèrement, ils n'ont jamais mis en avant quelconque étiquette politique. Donc là, c'est quand même le prisme qu'on a sur la fédération de foot et la fédération de rugby, parce que c'est quand même d'elle qu'on parle beaucoup en ce moment. Romain Molina, est-ce qu'il y a un exemple aujourd'hui dans le monde de fédérations qui sont, avec des guillemets, exemplaires, ou en tout cas vis-à-vis desquelles on pourrait prendre des exemples de fonctionnement? Dans le monde, peut-être pas, mais sur la planète Mars, peut-être. Non, mais peut-être que ça existe. Pas à ma connaissance. On va dire dans les pays scandinaves, ça peut aller, mais encore, faudrait examiner les fonds de tiroir. Je rappelle que la fédération islandaise, on prend souvent l'Islande en exemple, la fédération de foot, tout le comité de direction a dû démissionner parce qu'ils avaient couvert un viol. Ce qui est quand même marrant à comparer à la fédération française de foot. On remarque le nombre de démissions absolument incroyable des membres du comité exécutif qui ne pensent qu'à une chose, c'est garder le pouvoir, alors qu'ils ont couvert plein de choses. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de modèles. Je dirais quand même quelques pays scandinaves, mais sinon pas grand-chose de plus. Enfin, le nombre d'affaires, j'en traite dans le monde entier. Ça va de la Barbade à la Mongolie, en passant par le Laos, des pays africains, c'est passant en RDC, au Gabon, etc. Et c'est aussi, et je le redis, le problème, c'est que souvent, plus que le politique, c'est la fédération qui est au-dessus. C'est-à-dire la Fédération internationale de taekwondo, de rugby, de basket. Je suis dans un cas au Mali, on a plusieurs rapports, j'ai pu en New York Times et autres, qui a une pédocriminalité depuis 20 ans, et vous avez la Fédération internationale de basket qui couvre ça. Il y a encore un magazine allemand qu'on m'a parlé la semaine dernière, et personne ne dit rien. Donc, le problème, des fois, c'est les fédérations. Et ce qu'il y a au-dessus d'eux, pourquoi? Parce qu'on revient au système de vote, c'est, comme disait M. Brun sur la démocratie, parce que les présidents des superstructures internationales, elles sont élues par ces mêmes présidents de fédération. Donc, c'est-à-dire qu'on les protège. Et souvent, c'est aussi un problème pour les gouvernements qui ne peuvent pas réellement faire appliquer les lois. Mais la question se pose sur l'indépendance. Alors, il faut arrêter l'indépendance de ces fédérations, non? Les mettre sous tutelle gouvernementale? Je sais pas. Non, je pense qu'il y a un modèle français qui existe et qui a quand même fait ses preuves. Je vous dis simplement, il fallait arriver à plus de démocratisation dans le sport et dans le monde fédéral. La loi
du 2 mars 2022, on peut le regretter d'ailleurs, appliqué qu'à partir du 1er janvier 2024 pour les fédérations et du 1er janvier 2028, me semble-t-il, pour les fédérations régionales. Je pense que le législateur aurait pu dire accélérer et faire une application plus rapide. William Gasparini, on parlait de la FIFA il y a quelques instants dans la bouche de Romain Molina. Comment vous avez analysé, vous en tant que sociologue, cette scène surréaliste au début de la Coupe du Monde au Qatar, où le patron de la FIFA, Gianni Infantino, peut dire que les morts sur les chantiers, finalement, le droit du travail, ça évolue, des propos totalement surréalistes, et qu'il est quand même resté patron de la FIFA, qui est l'instance suprême au niveau mondial, pour sortir du cadre franco-français. William Gasparini? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il nous entend? On n'entend plus William Gasparini. Non, c'est bon, là, on vous entend. C'est la Coupe du Monde. On n'entend plus. Voilà. La FIFA n'était pas, la plus militante. A priori, il y a un souci de ligne. Oui, voilà. Attendez, là. Oui, là, on vous entend à nouveau, oui. Ça coupe. Et moi, ça coupe. Ouais. Vous bougez pas, on revient dans un instant. On va faire une petite pause comme ça, on va vous rappeler pour être sûr. Vous restez avec nous, on continue d'en parler. On parlera de ce sport business aussi. Est-ce que finalement trop d'argent, forcément tue les valeurs du sport? C'est une vraie question. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Si vous voulez participer au débat, on vous attend jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et on parle des scandales qui touchent les fédérations françaises en compagnie de Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État au sport, Romain Molina, journaliste sportif d'investigation, auteur de The Beautiful Game et les guerres des bonnes affaires au Yémen, William Gasparini, professeur en sociologie et sciences du sport à l'université de Strasbourg et titulaire d'une chaîne Jean Monnet en sociologie européenne du sport, auteur du football des nations, des terrains de jeu aux communautés imaginées, de la sociologie de l'organisation sportive et de l'Europe du football. On vous a trouvé, William Gasparini, vous avez fait tellement de livres que ça fait beaucoup. Vous nous entendez bien? Vous aviez entendu ma question sur le président de la FIFA qui a balancé des énormités pour sortir du cadre franco-français et qui est toujours en place. Oui, vous m'entendez là? Oui, là, c'est parfait. Très bien. Oui, Infantino, comme la plupart des présidents de la FIFA qui sont passés, se sentent au-dessus des lois, notamment des lois nationales et au-dessus des règles et du droit social. Et donc, Infantino s'en fichait un peu de tout ce qui s'est passé avant, notamment pendant la construction avec ses décès et ses morts et ce non-respect du droit des travailleurs durant la Coupe du Monde au Qatar. Et pour lui, c'est the show must go on, c'est-à-dire qu'il faut que la coupe se déroule sans problème. Et donc voilà, c'est pas étonnant les déclarations qu'il a faites. Sur le sujet des dérives du sport business, on a tous en tête les montants mirobolants des tractations entre les clubs, de rachat de joueurs, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il faut, Thierry Braillard par exemple, il faut que tous ces prix redeviennent un peu plus cohérents, parce que là, à chaque fois, on se dit, c'est le joueur le mieux payé du monde, et puis un an après, on en a un autre, et ça. Est-ce que cet argent finalement qui coule à flot, parce que c'est ça qui coule à flot, doit être d'une manière ou d'une autre régulé? Il y avait un outil qui avait été mis en place à l'époque où Michel Platini présidait l'UEFA, qui s'appelait le fair play financier, et qui expliquait qu'un club ne pouvait pas dépenser plus que les recettes qu'il recevait. C'était vertueux et c'était pour éviter que des clubs s'endettent et perturbent après, j'allais dire, l'éthique des championnats. Mais avec beaucoup de dérives, parce que ça protégeait les clubs historiques. Oui, mais ça les protégeait tellement que tout a explosé. Oui. Et qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est l'arrêt Bosman. Non, ça n'a rien à voir. Non, l'arrêt Bosman. Sur les prix des transferts. L'arrêt Bosman, c'est un arrêt de décembre 95. C'est l'ouverture, des frontières à tous les sportifs sans que le critère de nationalité puisse jouer. Le fair play financier a été mis en place bien plus tard. C'est vrai. Et le fair play financier, c'était vraiment pour essayer de trouver un équilibre financier. Et on peut dire aujourd'hui que l'UEFA ne l'applique plus. Ou l'applique très mal, si bien que les États souverains ou des clubs comme Manchester City ou le Paris Saint-Germain ont pu,
ont pu ne pas respecter à la lettre la règle sans avoir la moindre sanction. Et ça, c'est une réalité qui fait que le foot business, comme le disait Cécile Dominibus, se continue. Et on l'a vu là avec le mercato d'hiver. On dit que les clubs sont endettés, qui n'ont pas d'argent, mais pourtant il y a eu énormément de transferts et des chiffres assez mirobolants. Et Romain Molina, justement, sur cette question de l'argent qui coule à flot, on n'a pas l'impression qu'il y ait de crise. On parle de crise un petit peu partout dans le monde, mais là, finalement, le sport, on passe des stades financiers qui sont mirobolants, en fait. Il faut comprendre que c'est une économie, après, qui marche, parce qu'il y a des gens qui consomment. Oui. Je veux dire, la plupart, déjà, c'est en droit TV. C'est plus de 50% des budgets des clubs. Je veux dire, là, on a quand même une stagnation, réduction. Alors, mais à part en France, on a des très intelligents. Est-ce que les télés pourront encore payer à un moment donné? C'est ça le souci. Là, il y a une stagnation, voire une réduction sur certains contrats qu'on peut voir un peu à l'étranger. De toute façon, le marqueur, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, c'est là où il y a le plus d'argent, notamment dans le milieu du football. On voit que les contrats de Sky commencent à stagner. Alors, il n'y a qu'en France, on a les intelligents de la Ligue de football professionnelle qui pensent qu'ils vont faire x3 en termes de droits TV. Mais c'est pas grave, on ira à une nouvelle faillite et l'État français va encore sauver les clubs. Mais je tiens à dire que c'est une économie qui se tient. C'est-à-dire, vous avez des investisseurs, vous avez du merchandising, vous avez des droits TV, vous avez plein de choses. Néanmoins, et c'est le vrai danger, il est là. Qui devient propriétaire des clubs? Et on voit que, par exemple, en France, il y a eu problème dans le basket vis-à-vis du rachat de Pau. On voit que dans le rugby, l'été dernier, il y a eu un problème avec des circonstances un petit peu tragiques. Et on se rend compte que parfois, certains éléments de contrôle, comme la DNCG en France, laissent passer des montages financiers très hasardeux et que c'est la très, très grande finance internationale qui arrive, qui est financée elle-même par d'autres financiers. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple un groupe, c'est le 21 Group, qui donne des prêts à des clubs afin de racheter. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de dettes et qu'on est sur un mur de dettes à chaque fois qu'on va étaler sur des années et des années. Donc, quand même, j'ai un peu peur à l'avenir. Mais tant que le système des droits TV tient, la bulle, elle n'explosera pas. Mais est-ce que ces fédérations pourront gérer ces clubs qui sont avec des financements étrangers? Est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas perdre le lead sur tous ces systèmes? Est-ce qu'ils vont encore avoir la force, les fédérations françaises, sur tous ces intérêts étrangers? La Fédération française, par exemple, de foot, elle s'occupe des compétitions amateurs. C'est la Ligue de football professionnel qui, elle, alors là, achète un immeuble à 127 millions d'euros, on fait couler le champagne à flot, il y a de l'argent qui coule de partout. Et ils sont persuadés de faire 1,8 milliard de droits TV en 2007-2028. J'ai le business plan. Alors, je ne sais pas qui sont les intelligents qui ont conçu ça, mais s'ils veulent se planter, c'est pas trop mal. Donc, il y a une course quand même, j'ai presque envie de dire, à l'armement, à l'ivresse, en pensant qu'on va faire fortune. On rappelle qu'il y a quelques années, le football français s'est quand même pris un mur avec la faillite de Mediapro. On disait, on a eu le milliard, on a vu ce qui s'est passé. Il y a quand même eu des aides spéciales. Et là, ils ont quand même hypothéqué l'avenir du foot français avec un deal avec une compagnie qui s'appelle CVC en vendant 10% des futurs droits TV. Donc là, aujourd'hui, ça va. On a épongé quelques dettes, mais attention à l'avenir. Et malheureusement, je le répète, beaucoup de dirigeants ne se contrôlent pas et se perdent là-dessus. Et que dire des organes de contrôle qui laissent passer des montages terribles. Je dis juste une dernière anecdote. Vous avez un club de France en Ligue 2 qui a donné à la DNCG, qui est censé un organe de contrôle, des faux documents. Je les ai contactés, même pas un mot, rien. Donc à partir de là, quand on parle de contrôle et tout, je rigole un peu. William Gasparini, on parle du sport business, vous qui êtes sociologue. Est-ce que ça va pas dans le sens de l'histoire, l'économie mondiale financiarisée, le sport mondial financiarisé? Si. Oui, tout à fait. C'est l'évolution depuis le début du sport. Il faut savoir que le sport en France et dans le monde en général, c'est financiarisé depuis les années 1980. C'est en lien avec aussi l'ouverture libérale du marché de la télévision. C'est Canal+. Mais en Europe, c'était avant déjà en Espagne, en Italie, en Angleterre. Donc, vous avez raison de dire que ces salaires sont élevés du fait des droits de télévision et du sponsor. Maintenant, je pense que là où il faut regarder, c'est le modèle américain et qui touche certains sports. Vous savez qu'en Europe, nous avons un modèle qu'on appelle européen, qui est un modèle associatif basé sur la méritocratie du système. Et c'est un système qui est un peu opposé au modèle nord-américain, qui est un modèle basé sur des franchises où on paye, et même si on est dernier du championnat, on ne descend jamais dans la ligue inférieure puisqu'on a payé. Ce n'est pas le modèle européen. Par contre, ce modèle américain est en train de toucher le modèle européen, notamment avec le basket. Vous savez qu'actuellement, il y a un conflit au sein du championnat européen de basket entre un système fédéral qui est la FIBA et un système plus libéral qui est un modèle un peu qui ressemble à la NBA, qui est un système semi-fermé.
Et pour le hockey, c'est le cas aussi. Et pour l'instant, l'UEFA résiste à ce modèle, mais je pense qu'il faut regarder aussi l'évolution du sport et le fait qu'on soit touché par ce modèle nord-américain qui est beaucoup plus libéral que le modèle européen. Une réaction, Thierry Braillard? Très juste. L'exemple de l'Euroleague de basket, c'est donc aujourd'hui le premier championnat fermé où les équipes sont inscrites pour une durée de 3 ans. Et donc elles ont l'assurance que pendant 3 ans, les 16 équipes de mémoire vont faire le championnat européen en jouant toutes les semaines. Et on est dans une ligue fermée, c'est une première en Europe. Car c'est vrai qu'auparavant, il y avait cette méritocratie où il y avait au moins une descente et une montée de la division inférieure à la division supérieure. On a frôlé la même chose au football avec la Super League que voulaient faire les grands clubs, sauf le Bayern et le Paris Saint-Germain qui ont été les premiers opposants. Oui. Ouais. Juste avant de finir, parce que quand on parle de cet argent, fédération et surtout des ligues, finalement, in fine, tout cet argent devait servir aux clubs amateurs, au sport amateur en général, et on a l'impression qu'il n'y a pas de ruissellement finalement. Ou en tout cas très peu, parce qu'on a quand même plein de gamins aujourd'hui qui sont dans des tout petits clubs et ces gens-là n'ont pas beaucoup d'argent. Thierry Braillard. Là aussi, ça dépend des sports. Il y a des expériences qui ont été très positives. Je me souviens lors de la Coupe du Monde de rugby de 2007, derrière, il y a vraiment eu un effet Coupe du Monde de rugby pour les clubs amateurs. On a un mauvais exemple, de mon point de vue, c'est la Coupe du Monde de foot féminin. Qui a eu lieu en France et qui devait, j'allais dire, donner un nouvel élan au foot féminin. Et on se rend compte qu'il n'y a pas eu ce nouvel élan-là. Donc ça dépend des fédérations et ça dépend des organisations. Quand la Fédération française de basket a organisé le championnat du monde, il y a eu un effet sur les clubs amateurs. Et d'ailleurs, c'est une fédération qui a eu le plus en plus d'augmentation de licenciés. Donc ça dépend des cas et ça dépend des fédérations. Romain Molina, peut-être le mot de la fin. Mais je suis totalement d'accord avec M. Braillard quand il dit que sur certaines fédérations, ça marche bien cette idée de ruissellement, mais pour d'autres, non. Là, on a parlé des grandes fédérations, on aurait pu parler davantage du hand. Il y a également beaucoup de problèmes au tennis, à ce niveau-là, notamment quand la ministre était là. Moi, j'aimerais juste terminer sur une chose qui m'inquiète quand même, c'est l'audit de la Fédération française de foot mené par le ministère, puisque je connais personnellement des gens qui ont contacté la mission d'audit qui n'ont jamais eu de réponse, alors qu'ils ont donné des documents. Certains faits ont été altérés, il y a eu des erreurs factuelles, etc. Et j'ai presque envie de me poser la question s'il ne faudrait pas faire un audit de l'audit. Et quand je vois ça, j'ai quand même très peur pour l'avenir du sport français, quand on voit à quel point une ministre se compromet pour des questions d'ego, quitte à passer des deals avec d'autres personnes. Donc j'ai quand même une grande crainte que le politique s'implique trop et qu'elle veut quand même sauvegarder le système, surtout avant l'application de la loi en 2024. Et bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant de vous écouter tous les trois. Merci beaucoup Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État au sport et avocat, Romain Molina, journaliste sportif d'investigation, et William Gasparini, professeur en sociologie et en sciences du sport à l'université de Strasbourg. C'était passionnant, on aurait pu vous écouter encore pendant des heures. Vous restez avec nous sur Sud Radio, bien entendu. Dans un instant, notre ami Yvan Cujus. Le Loft Music où il reçoit Patrick Chenet, Philippe Hersen et Anaïs Delva. Et demain, on se retrouve à 17h. À 17h, et tout de suite, on va parler d'argent. Conseil de famille, Stéphane Moller. Salut, à demain.